Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette sixième webconférence des rencontres de la Sorbonne en vive collaboration avec le Carreau du Temple. Alors pour rappel, ce cycle de conférences a comme thème culture et pouvoir et aujourd'hui on a choisi d'axer notre rencontre sur l'offre culturelle en espaces ruraux. Donc avant de laisser la parole à nos invités, je vais procéder à une courte présentation de cette entrevue d'une heure. Voilà, donc il s'agira de voir quelles sont les problématiques propres aux espaces ruraux et quelles sont les réponses apportées, mais aussi du rôle joué par la société civile et par les institutions, de quelle manière peuvent-elles influer, quel public pour cette offre culturelle en espace rural. Nous verrons que ces territoires, à juste titre ou non d'ailleurs, sont vus comme culturellement délaissés. En réalité, ces territoires regorgent d'initiatives, d'actrices et d'acteurs ayant le souci de mettre en valeur les spécificités des espaces ruraux et de s'y adapter. À toutes ces questions s'attellera aussi celle des financements et ce volet économique nous permettra de montrer que l'obtention des financements et de subventions peut être intimement liée à des conflits et des rapports de force. Entre répartition inégale des ressources financières et compatibilité d'humeur, nous tenterons d'évoquer donc les frictions qui existent et la notion de pouvoir. Alors pour cette rencontre, nous avons ce soir avec nous Monsieur Johan Schulz en haut à gauche, Monsieur Pierre Collin en haut à droite et Marie Richard qui est, on l'excuse, en retard, j'allais dire encore une fois à cause de la SNCF, mais bon, on les remercie vivement d'avoir accepté notre invitation, tout comme on remercie le Carreau du Temple pour leur confiance. Donc, je vais vous laisser vous présenter, Monsieur Schulz, et ensuite Monsieur Collin, très brièvement. Voilà. Alors, bonjour, enchanté, merci pour l'invitation, ravi d'être là parmi vous aujourd'hui pour cette petite heure. Donc, je suis Johan Schulz, je suis le directeur du pôle régional des musiques actuelles des Hauts-de-France. Voilà, je présenterai ensuite rapidement à quoi nous servons. Voilà, je transmets la parole du coup directement. Donc, bonjour à tous, moi c'est Pierre Collin. Donc, je travaille actuellement à l'Université du Littoral Côte-d'Opale à Dunkerque. Je suis responsable de la Maison de l'étudiant. Et à côté de ça, je suis donc un des organisateurs du festival Just for Yurt, qui est un tout petit festival qui est organisé à Ruminghem. Ruminghem qui se situe entre Calais, Dunkerque et Saint-Omer. Donc voilà. Et je présenterai pareil également la structure, comment on en est arrivé là et le futur. Très bien. Super. Donc, maintenant, je vais présenter rapidement Marie Richard. Donc, après des études en administration publique avec une spécialisation en politique culturelle, Marie Richard a travaillé à France Festival, puis au Syndicat national des scènes publiques, fait un court séjour à Peuple et Culture avant de rejoindre Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant en 2017 et donc où elle est actuellement. Au sein de cette association culturelle régionale, elle porte une attention particulière aux initiatives et questions liées aux territoires ruraux et aux droits culturels. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la première question. Donc comme je vais expliquer comment ça va se passer. Donc c'est une discussion, mais il y aura des focus. Et la première question ici, ça va être pour Monsieur Collin. Donc, pensez-vous que les initiatives culturelles en espaces ruraux viennent essentiellement de la société civile, donc des associations? Alors, donc, je vais profiter pour parler d'abord, peut-être présenter le festival. Donc, Festival Just for Yurt, c'est un festival qu'on a créé en 2014. On est, entre guillemets, des enfants d'une association qui est la Note Bleue, qui est basée sur le territoire depuis maintenant, on va dire, une bonne vingtaine d'années, peut-être même 30 ans maintenant. Et de par leur projet, on a eu l'opportunité de pouvoir organiser un festival de musique. Donc, à la base, nous, on était plutôt dans le théâtre. Et donc, la Note Bleue, association qui est sur le territoire de Ruminghem. Nous, on a voulu d'abord organiser un petit festival de musique. Et petit à petit, donc là, on a fait notre 8e année cette année. Et donc, au niveau la question, c'est par rapport au financement, c'est ça? Oui, notamment, Ouais. il y a la question des financements qu'on pourra aborder si vous le souhaitez. Disons que nous, dans notre structure, c'est vraiment un petit festival. On est monté jusqu'à 500 personnes, on va dire, avant Covid.
On a reçu des financements de notre communauté de communes, donc la CCRA, communauté de communes de la région d'Audric. Ensuite, on a fait aussi au fur et à mesure des demandes auprès de la région, auprès du département. Comme on est situé dans un milieu rural, on a eu aussi des financements de la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole. Et donc, par rapport à la proposition culturelle, nous, on est vraiment situé dans un territoire entre donc, Calais et Dunkerque-Saint-Omer. C'est une demi-heure de route, mais il n'y avait pas vraiment de proposition musicale forte sur ce territoire-là. Et donc, on a décidé de proposer quelque chose. Et au fur et à mesure, on a réussi à, entre guillemets, un peu grandir et, grossir, mais tout en restant sur une échelle locale. Et bien sûr, on est tous des bénévoles dans l'organisation de ce festival. Voilà, et donc, à côté, vous avez, j'allais dire, à côté de cette association, vous avez un autre travail. J'allais dire, c'est là, du coup, on va dire, l'importance de la société civile, c'est de pouvoir, c'est un public initialement qui crée des associations et qui est à l'initiative de différents projets culturels. C'est ça. Bon, après, je travaille dans une collectivité, mais là, c'est vraiment une association qui s'est créée pour répondre, entre guillemets, à un besoin qui était le théâtre à la base. La Note Bleue, maintenant, ils ont un café associatif. Ils ont une salle de concert, enfin, une salle de théâtre, on va dire, de 80 personnes. Ils font donc du théâtre, de la baby gym, ils font des stages de clown, stages de théâtre. Enfin, ils font vraiment, c'est assez pluridisciplinaire et ils ont aussi l'accueil du centre aéré, enfin l'accueil de loisirs, ce genre de choses. Donc voilà, c'est une association qui, entre guillemets, répond aux besoins de la société sur ce territoire-là. Ok. Alors, pour continuer sur ce sujet de la société civile, je vais désormais vous arrêter sur un graphique en particulier. Donc, ce graphique, il est directement repris d'un état des lieux de 2019, réalisé par Haute Fidélité, sur la filière des musiques actuelles en Hauts-de-France. Voilà. Donc, voilà, le graphique s'est affiché. Et on y voit que clairement la moitié des acteurs sont des associations de loi 1901, soit des acteurs de droit privé non lucratifs. Je vais en profiter ici pour faire notre premier focus donc, sur Monsieur Schulz. Donc, dites-moi si je me trompe, mais le rôle d'Haute Fidélité est d'accompagner les structures des Hauts-de-France, de privilégier la coopération entre elles, de favoriser l'interconnaissance, d'animer les territoires. Avant toute chose, sur quel terrain votre pôle agit-il? De quelle manière, au pluriel d'ailleurs, agissez-vous? Ah, vous avez coupé votre micro, Monsieur Schulz. Pas de souci. Oui, voilà. Pardon. C'était assez bien résumé, très résumé. Donc le pôle, juste pour refaire un petit historique, le pôle existe et le résultat de la fusion de deux anciens pôles régionaux suite à la fusion des régions. La plupart, il existe 12 pôles régionaux ou fédérations ou réseaux régionaux. Hein. On a tous un peu des noms différents, mais on est tous des pôles de coopération. J'insiste là-dessus parce qu'on est tous des associations qui ont en leur sein des adhérents. En fait, nous sommes des pôles d'adhérents ou des réseaux d'adhérents, on va dire écosystémiques. C'est-à-dire que l'évolution de notre secteur est de plus en plus tendue vers, on va dire on parle de tiers secteur, c'est-à-dire qu'on a à la fois de l'associatif, on parle de l'intérêt général, mais on a aussi on est aussi tendu vers les industries culturelles et vers le marché de la musique. Donc en fait, tout ça fait un écosystème très vivant, très riche, en tout cas dans les Hauts-de-France. Hein. Juste pour vous dire à peu près comment on est constitué, Haute Fidélité aujourd'hui, c'est quasiment une centaine d'adhérents.
euh, avec des acteurs de la diffusion, que ce soit des salles, des festivals, des associations sans lieu, parce qu'il y a aussi des associations qui programment mais qui n'ont pas de lieu de diffusion. Dans nos adhérents, nous avons aussi à la fois des collectivités publiques, à la fois des associations de différents statuts juridiques. Nous avons aussi des théâtres ou des lieux pluridisciplinaires qui ont une part de musiques actuelles, donc qui rentrent aussi dans ce champ-là. On a aussi des acteurs, on va dire, indépendants, que ce soit des producteurs phonographiques, labels, éditeurs, des structures de management. On a aussi des écoles de musique, des conservatoires, des centres de formation, des médias, principalement des radios. Nous n'avons pas de médias écrits. Donc tout ça pour dire que c'est l'idée au travers de ça, c'est de réfléchir ensemble à l'évolution des pratiques. Vous l'aviez dit aussi, à l'interconnaissance dans le but de structurer une filière et de la faire progresser. Haute Fidélité se situe à l'intersection des acteurs et des collectivités publiques, que sont principalement la région, le représentant de l'État en région, que sont les DRAC, et aujourd'hui le CNM. Voilà, donc j'y reviendrai après. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question, mais voilà grosso modo comment on est structuré. Ok, mais, donc ici, je vais rebondir au fait que justement vous travaillez avec différents types de structures. Et donc par rapport à ça, j'aurais une question pour interroger la notion de pouvoir. Pensez-vous que Haute Fidélité puisse agir un peu comme un électron libre entre les collectivités et les différentes associations des musiques actuelles des Hauts-de-France? Est-ce que parfois le rôle de Haute Fidélité est teinté d'une certaine ambiguïté? Alors, teinter une certaine ambiguïté, oui. Alors, c'est jamais très simple de comprendre le rôle d'un pôle régional. Voilà, parce que nos missions sont. On a 4 missions principales, hein. On a une mission de ressources auprès des acteurs. Donc, on a une plateforme de ressources qui s'appelle musiquehdf.org. Je vous invite à y aller. Elle est très, très fournie. Voilà, plein de choses, à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les musiciens ou les musiciennes, pour les acteurs en général. On a une mission de concertation et de coopération. Donc là, c'est très large, on fait rentrer beaucoup de trucs dedans, je ne vais pas y revenir, hein, mais c'est un peu le bien fondé du réseau. Ensuite, on a une mission d'observation, d'études d'observation et de recherche, donc vous avez extrait notamment le visuel qu'on a vu tout à l'heure. Et on a une mission d'appui, donc c'est-à-dire d'appui, d'organisation de rencontres professionnelles, de temps d'info ressources. On a des partenaires comme Pôle emploi, comme l'AFDAS, comme Audience, voilà, qu'on sollicite plein d'autres, hein, aussi, pour notamment informer des acteurs de la filière, quels qu'ils soient, comme je disais, professionnels ou du coup plus des musiciens. Et une mission aussi on organise aussi des temps de formation. Voilà. Pour vous dire qu'il y a potentiellement une ambiguïté, ce qu'on est vu comme un bras armé, notamment de la région. On n'est pas une agence, donc il faut bien faire la différence. Certaines collectivités aimeraient qu'on devienne une agence. Il y a encore certaines agences dans certaines régions, ce n'est pas le cas dans les Hauts-de-France. Il y a une volonté politique de s'appuyer plus sur des pôles d'acteurs, ce qui est plutôt bien bénéfique parce que en fait, l'idée du pôle, c'est de faire des remontées au travers de nos adhérents, quels qu'ils soient. On a des grosses structures, hein, on a des scènes labellisées, des gros festivals, mais aussi des toutes petites associations. Et ça, c'est une évolution du pôle régional. Avant, c'était principalement ce qu'on appelait des professionnels, c'est-à-dire des structures qui avaient au moins un salarié. On estimait que des associations étaient professionnelles quand il y avait au moins un salarié. C'est de moins en moins le cas, enfin, c'est qu'on accepte de plus en plus des différents niveaux de structuration, justement parce que ça fait sens dans le fait qu'il y a un empowerment des structures. En gros, les grosses structures aident les petites. Et c'est le sens du pôle régional qu'au sein de ce pôle, il y a un échange de savoir-faire, une transmission de savoir-faire, etc., etc. Donc, je dirais que sur cette question, la vision change du pôle régional parce que on est une association
indépendante, financée par des fonds publics, qui n'est pas à 100%, mais presque, et les structures adhèrent au pôle pour plein de raisons, hein, parce qu'elles peuvent y rencontrer d'autres pairs, que ce soit par des métiers ou par des secteurs d'activité. Les festivals se rencontrent, des administrateurs ou des chargés d'action culturelle peuvent se rencontrer et parler de leur métier, et c'est tout le sens, c'est que tout le monde monte ensemble, quoi. Donc, par rapport à la notion d'interconnaissance, si j'ai cru comprendre, vous mettez en place une concertation territoriale qui implique les élus. Alors, il y a différentes échelles, c'est pas systématique. Il faut savoir qu'au Haute Fidélité, on est 5 salariés. Donc, pour une région où il y a 6 millions d'habitants, je crois que dans l'étude qu'on avait faite en 2019, on référençait par rapport aux chiffres de l'INSEE, la base de données INSEE, base de données IRMA, qui a été intégrée au CNM maintenant, à peu près 1500 acteurs. Donc, il y a énormément. Alors là-dedans, ça comprend tout, des magasins de musique, tout ce qui est lié de près ou de loin à la musique, les luthiers, les agences de catering, enfin bref, tout ce qui rentre de près ou de loin dans le champ de la musique. Nous, on a une centaine d'acteurs qui sont on va dire, les représentants les plus visibles de la fière. On connaît du coup le festival, mais qui n'est pas adhérent encore. Ça viendra peut-être, mais Et justement, poser la question. voilà. Il y en a tous Du sur lui. coup, voilà, tout le monde n'est pas adhérent du pôle, encore une fois. Du coup, je ne me rappelle plus de ta question exactement. Est-ce que tu peux me rappeler le… C'était le fait que vous impliquiez les élus Oui, dans cette concertation territoriale. alors en fait, notre mission de concertation, elle se fait à plusieurs niveaux. Nous, alors juste pour aller simplement, on a l'endroit qui est le plus efficient pour parler on va dire, de cohésion des politiques publiques autour des musiques actuelles, c'est le contrat de filière, qui associe le CNM, la DRAC, la région, mais pas les autres échelons. C'est l'endroit où on va parler comment dire, de l'articulation des financements du droit commun qui sont liés aux objectifs de chacun. Et le pôle est intégré au contrat de filière pour faire des remontées de terrain qui s'appuient sur ses adhérents et sur des études, parce qu'aussi on a un pôle d'observation où on fait des remontées de terrain qualifiées, basées sur des données qualitatives et quantitatives. Et du coup, l'idée, c'est de baser les choix qui sont faits sur l'évolution des politiques publiques sur des choix, voilà, concrets, tangibles, sur du scientifique, quoi. Ça, c'est un endroit de la concertation publique. Remontée de terrain, apport d'éléments, validation, argent. En gros, c'est un peu ça. Après, on a d'autres endroits de concertation. On invite des élus. Par exemple, nous, au sein de Haute Fidélité, les collectivités ne siègent pas. Nos financeurs ne siègent pas. On a une indépendance totale vis-à-vis des financeurs. Ils ne souhaitent pas non plus forcément y être. En fait, on se parle beaucoup tout au long de l'année, principalement avec l'État, la région. Après, on cherche d'autres portes d'entrée, notamment avec les départements, mais qui n'ont pas forcément les mêmes attentes. Les départements pourraient siéger au sein du contrat de filière, mais pour l'instant, voilà, on a déjà du mal à faire coïncider des différentes attentes de chacun, qu'on y va pas à pas. On a des temps qui s'appellent les radars, qui sont des temps qu'on organise sur les territoires. Territoire pour nous, c'est l'échelle départementale avec nos adhérents, mais aussi avec d'autres acteurs, où là, on invite les départements. Et ce qu'on essaie de faire depuis la création du pôle, le pôle a été créé en 2018, hein, c'est de trouver les bonnes articulations. Déjà, nous, l'objectif, c'était de consolider le pôle dans ses missions et ensuite de trouver les bonnes articulations, notamment par rapport au département, c'est sur la question des schémas départementaux, des pratiques instrumentales. Alors, Voilà. ok. Mais voilà, c'est trouver les bonnes articulations avec les élus. Et on n'arrive pas, et ça concerne le sujet de la ruralité, du coup, juste pour faire écho au sujet d'aujourd'hui, on n'arrive pas au niveau encore des mairies, des métropoles
petit à petit, mais pas encore au niveau des mairies ou des petites mairies, quoi. On est vraiment dans une échelle, on va dire, c'est pas péjoratif, mais haute des financements publics, quoi. Donc, en réaction à ça, Monsieur Collin, dans la préparation à la conférence, on a pu parler du fait que Just for Yurt, donc une entité de l'association La Note Bleue, agissait à différentes échelles territoriales. D'ailleurs, on va peut-être directement enchaîner avec un focus sur Just for Yurt. Voilà, et Ouais. en dernier lieu, on fera un focus sur Marie Richard, si ça vous va. Voilà, peut-être d'abord parler de comment Just for Youth agit à différentes échelles territoriales et ensuite présenter l'association, le groupe. Voilà, je vous laisse faire. Ça marche. Mais du coup, je vais juste revenir un peu sur le haute fidélité, sur le pôle haute fidélité. Mais Nous, volontiers. on a travaillé notamment avec les cas récluses. Ouais, Donc Aurélien Delbecq, qui est le président, je crois, ouais, de l'association, c'est ça, tout à et fait. qui nous a, on a fait un partenariat avec eux. Ils nous ont permis d'avoir un groupe l'année dernière. Et cette année, ils ont un artiste associé. Et l'idée, ça aurait été de pouvoir l'accueillir. Mais pour cette année, nous, on a décidé de faire une pause pour différentes raisons. Parce qu'on déjà, notamment, on n'a pas de salariés sur l'organisation du festival. On est sur quelque chose de bénévole. Nos projets de vie font qu'on va évoluer. Et comme on est dans un milieu très rural, on a eu du mal à pouvoir accueillir des personnes pour pouvoir reprendre, entre guillemets, le flambeau. Rumagem, c'est une ville de 1600 habitants sur un territoire, donc une communauté de communes de 25 000. On est situé entre la CUD, donc pour Dunkerque, Calais et Saint-Omer, qui sont des agglomérations entre 100 000 et 200 000 habitants. Donc voilà, on est vraiment dans un milieu très rural, et la proximité aussi fait que on est sur des villages, entre guillemets, un peu des villages dortoirs. Quand on a commencé à faire le festival en 2014, on a eu beaucoup de mal à faire venir le public, enfin les habitants du village. Même au bout de 8 ans, hein, c'est très compliqué. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est beaucoup de personnes qui sont dans des réseaux qu'on connaît, qu'on côtoie. Beaucoup de bénévoles de l'asso, pareil, ils en parlent autour d'eux, et c'est comme ça qu'on réussit à avoir du monde. Et du coup, se pose aussi la question par rapport au milieu rural sur la mobilité, notamment le fait que faire un festival, forcément, ça implique de pouvoir venir sur place. Nous, on a la chance d'avoir une gare sur Humminghem, mais quand on finit le festival à 3 heures du matin, c'est un peu compliqué. Donc, on a dû s'adapter, entre guillemets, et proposer au fur et à mesure des éditions un camping, enfin notamment un camping, pour pouvoir dire d'amener de plus en plus de personnes. Donc, du coup, Just for Youth Festival depuis 2014. On a donc, comme je disais tout à l'heure, hein, on a commencé avec une cinquantaine de personnes. On a réussi à évoluer jusqu'à 500 personnes. Et nous, on s'est vraiment ancré sur le côté rural et local, dans le sens où la plupart de nos groupes qui sont venus sur toutes ces années sont des groupes de la région. C'était une volonté. Après, tout ce qui est, on a aussi travaillé sur le côté atelier. Donc, on a proposé des ateliers, on a proposé aussi de la nourriture. Donc, tout était fait sur place par les bénévoles, enfin par notre équipe. Et des stands de producteurs locaux, c'est bien ça? C'est ça. Donc, on a travaillé avec un producteur qui est sur Guide, enfin sur le territoire, qui faisait de la pomme de terre agroforestière. Donc, c'est une technique de production, en fait. Il n'est pas en bio, mais il est en agroécologie. Et donc, on a fait ça. On a travaillé aussi avec des brasseurs locaux. Donc, on s'est retrouvé notamment en 2020 avec 1000 litres de bière qu'on n'a pas pu écouler, on va dire, à cause de la pandémie. On a quand même voulu maintenir un festival sur 2020-2021 parce qu'on voulait quand même pouvoir proposer de l'animation et de la vie dans ce territoire. Donc, je vous en prie. Non, mais je ne sais pas, je réfléchissais à ce qu'il y avait d'autre à dire, mais pour moi, c'est bon. Et donc, dans le cadre de l'organisation de ce festival, vous travaillez avec l'intercommunalité, avec la municipalité. J'imagine que vous ne restez pas seul, la tête dans le guidon, en tant qu'entité Just for Youth. C'est ça. En fait, on a réussi à développer un peu les partenariats. Donc, par exemple, la communauté de communes, elle nous finance.
financement. Après, on a aussi tout ce qui est demande de matériel, tout ce qui va être sécurité, tout ce qui va être les tables, les chaises, enfin voilà, vraiment le mobilier. La commune, elle nous met à disposition gratuitement les lieux. Donc au début, c'était dans la salle des fêtes. Après, ça a été en extérieur. Avec le Covid, on a dû faire ça en extérieur, donc un terrain complet avec l'accès à l'eau, enfin voilà, vraiment les parties techniques. Ensuite, au niveau de la communauté de communes, il y a aussi une association externe, enfin, qui gère la partie communication du tourisme local. Et eux, on a travaillé aussi avec eux sur En fait, ils organisaient un concours de sandwich sur le marché. Enfin voilà. Et l'idée, c'est que nous, on allait sur le marché avec Sympa. eux et lors du concours, nous, on avait un prix qu'on décernait et c'était forcément que des produits locaux. Et nous, pendant le festival, on revendait ce sandwich. Donc voilà, c'est comme ça on a réussi un peu à se diversifier, à travailler avec les acteurs locaux. Très bien. Et puisque tout à l'heure, j'ai été devancé, j'allais dire par rapport au fait que la note bleue, enfin, Just for Yurt, soit membre de haute fidélité ou non, vous, en tant que justement entité Just for Yurt, quel est votre rapport avec ce type de pôle régional Là, l'objectif, c'est que vous puissiez avoir un échange direct, un débat par rapport au fait qu'on puisse justement œuvrer dans les espaces ruraux en tant qu'asso seul ou en tant qu'asso qui doit justement travailler avec des institutions ou, d'ailleurs, je me trompe, c'est une association que l'on peut prendre pour une institution. Nous, comme on est vraiment tous bénévoles, on n'a pas forcément non plus le temps, entre guillemets, de pouvoir aller à des réunions, enfin échanger. Voilà. De par mon travail, moi, je suis quand même en contact avec des structures culturelles. Et c'est comme ça qu'on a aussi réussi à travailler avec les Quatre Écluses. On a travaillé aussi avec une association sur Calais qui est Relief, qui nous a mis à disposition, enfin, qui nous a loué un camion scène. Voilà, c'est pas un manque d'envie, c'est, je pense, pour notre structure en tout cas personnelle, c'était un manque de temps et un manque comme on n'est plus, en fait, on a commencé donc il y a 8 ans maintenant le festival, on était encore entre guillemets sur le territoire, mais en fait actuellement, moi j'habite sur Dunkerque, les autres personnes, il y a une des organisatrices qui habite à Nantes, donc on n'est plus sur le territoire et c'est en partie aussi pour ça qu'on n'a plus le temps de s'investir comme on le voudrait. En fait, à partir de ce qui s'est passé en 2020, on allait entre guillemets prendre un peu un tournant, c'est-à-dire qu'on voulait un peu grossir le festival, on voulait faire ça sur tout un week-end, donc quasiment 3 jours. Et bah, disons que le Covid est arrivé, donc voilà, mais c'était pas le manque d'envie de pouvoir travailler avec notamment haute fidélité. Très bien. Là, je vais rebondir à une chose que vous avez dite tout à l'heure, Monsieur Collin, c'est justement le manque d'affluence. Et par rapport à ça, j'aimerais que vous deux, vous puissiez réagir sur une notion, enfin plutôt sur le fait que la culture puisse être utilisée à des fins de marketing territorial. Donc peut-être que d'abord, Monsieur Schulz, vous pouvez réagir là-dessus. Bah, disons que si on parlait on revient à la notion de pouvoir et la notion de ruralité. Voilà, lorsque on a préparé le sujet et lorsque j'ai relu la redirection du sujet, hein, parce que du coup, quand j'ai reçu la note, je dis ah oui, il y a la notion de ruralité aussi. J'ai l'exemple d'un festival, un gros festival qui se trouve dans l'Aisne, qui a eu une problématique à un moment donné, il y a 2 ou 3 ans, je crois. Donc, festival quinzaine d'années, qui est très structurant pour le territoire, qui a commencé petit, qui a été monté par une maison rurale, maison famille rurale, je crois. Par famille rurale, du coup. Donc, c'était pas du tout l'objet. En fait, le festival était en gros plutôt au départ la volonté d'une animation sur le territoire. Petit à petit, le festival a grossi. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 30 000 personnes en 2 jours. Et ils se sont retrouvés avec une mairie en face je crois que c'est à peu près à 10 km, hein, qui leur a posé le même jour du démarrage de leur festival un festival gratuit financé par une radio locale avec en gros un festival de showcase avec des grosses productions.
Donc showcase, ça veut dire que les artistes ne sont pas rémunérés. Et je crois que c'était Biflo et Oli à l'époque. Donc Biflo et Oli, ça pesait déjà il y a 3 ans très très fort. Pour ainsi dire, le festival en face, qui lui a des entrées payantes, s'est retrouvé avec un gros déficit, parce qu'ils ont perdu entre 3 et je ne sais plus exactement le chiffre, mais beaucoup, ils ont perdu pas mal. Donc on multiplie par le nombre du billet, on peut très vite arriver à des sommes très très conséquentes. Tout ça pour dire que en fait, il n'y a pas eu de concertation, c'est-à-dire que d'emblée, le festival qui s'est retrouvé un peu pris au piège, on a informé l'autre mairie qui n'a rien voulu savoir. Donc ça nous pose des questions, si vous voulez, en tant que pôle structurant. On se rend compte derrière qu'il y a un problème de concertation entre les territoires qui là sont très très proches, hein, et de méconnaissance des élus sur les effets qui induisent des décisions, notamment là si on revient à la question du marketing territorial, c'est d'utiliser la culture comme un levier possible de développement du territoire ou lui donner une image autre. Là, ils y allaient même jusqu'à dire que eux, ils avaient un festival gratuit quand l'autre était payant. Donc c'est vraiment méconnaître fortement les risques que peuvent prendre notamment des festivals. Même si c'est un gros festival, ils prennent quand même des risques énormes sur leur choix de programmation, etc., etc. Donc de là a découlé derrière nous la nécessité on s'est dit comment on réagit à ça. On ne va pas faire de communiqué de presse, on ne va pas faire ça, on va plutôt c'est assez révélateur d'une méconnaissance des enjeux et d'un écosystème qui est quand même assez fragile parce que dans les territoires ruraux, notamment là, si on parle du département de l'Aisne, c'est un département où il y a des très petites villes, des petites associations qui portent parfois des gros projets et un besoin du coup de connaissance, d'interconnaissance entre les acteurs. Du coup, bon, je ne vous refais pas tout l'historique, mais ça a débouché sur une aide qu'ils ont eue dans le cadre du contrat de filière régional de l'ordre de 10 ou 15 000 euros, je crois, pour mettre en place un SOLIMA, c'est un schéma d'orientation des lieux de musique actuels, dans le but d'associer le maximum d'acteurs et des élus, quels qu'ils soient, mairie, collectivité, aussi le département, in fine la DRAC et la région, mais déjà à la base de réunir les acteurs pour faire un état des lieux, un état de l'art de ce qu'il y a, des besoins, aussi parce qu'il y avait des sources de conflits entre les associations qui recevaient des subventions, celles qui n'en recevaient pas, qui étaient là depuis 20 ans sur le territoire. Après, il y a différents niveaux de structuration. On parlait de beaucoup d'associations, notamment les milieux ruraux, qui reposent essentiellement sur du bénévolat, mais qui sont très actives. Et du coup, il y a des jalousies. Du coup, il y avait un besoin de dialogue. Et du coup, là, on a lancé ça démarre cette année, hein, c'est tout nouveau. Ils ont reçu l'aide fin 2021. Et là, on démarre la démarche. On a écrit un cahier des charges avec l'appui aussi de la FEDELIMA, qui est la Fédération nationale des musiques actuelles, parce que les deux structures porteuses sont des structures qui sont adhérentes à la FEDELIMA. Et nous, on vient aussi en appui de la démarche. Mais du coup, on a fait appel à une personne ressource extérieure pour piloter la démarche de concertation. Et la démarche de concertation, elle est vraiment au cœur de ça. C'est pour ça que lorsqu'on parle de réseau, être en dehors de réseau, bon, on peut y être, hein, parce que du coup, les logiques, elles se font aussi à un niveau territorial, comme ça vient d'être dit, entre acteurs, à des niveaux plus micro, mais elles peuvent se faire aussi à des échelles un peu plus grandes. Voilà. Ok. Bah, d'ailleurs, vous parliez d'agence. On en a une nouvelle qui est représentée là avec Madame Richard qui vient d'arriver sur notre Zoom. Madame Richard, je vais vous poser une première question qui est, je l'annonce délibérément, un peu incisive. Quelle est votre opinion quant à l'expression très péjorative de désert culturel? On a pu voir que ça pouvait être simplement un cliché. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire votre réaction? Oui, alors déjà, j'espère que vous m'entendez bien. Désolée pour ce retard de train puis de RATP. J'ai eu toute la malchance possible et j'espère là que le Wi-Fi de l'hôtel sera pas trop mauvais. Pour le coup, c'est encore un cliché vérifiable. Ouais, c'est ça. Ben là, vraiment pas de chance. Donc voilà, toutes mes excuses. Effectivement, alors la notion de désert culturel, moi, elle me hérisse un peu le poil, mais je pense que ça dépend un peu de ce qu'on entend aussi par culture et de ce qu'on met derrière. Moi, c'est vrai que j'ai la vision de la culture au sens des droits culturels, donc des grands textes fondamentaux, qui est défini comme finalement l'ensemble des savoirs, des traditions, des coutumes, des langues, des arts,
Donc voilà, c'est très global. Il y a de la culture partout, il y a du sens. Et de fait, on est tous et toutes porteurs et porteuses de culture. Et donc, je ne vois pas comment il pourrait y avoir de désert culturel à partir du moment où on considère la culture dans ce sens-là. Maintenant, on voit bien qu'il y a quand même des différences en fonction des territoires, d'un point de vue des équipements, on va dire, artistiques qui sont dédiés. Donc, des équipements labellisés, par exemple, on sait qu'il y en a moins. Mais généralement, on voit aussi que là où il y a moins d'argent, il y a plus de débrouille, il y a plus de coopération, il y a aussi d'autres initiatives. Donc, c'est quelque chose à aller voir un petit peu finement. Mais voilà, moi, clairement, les déserts culturels, je ne connais pas ce que ça veut dire. Voilà, mais j'ai entendu un petit peu les interventions précédentes, bon, hachées par-ci par-là, mais on voit bien qu'il y a quand même des initiatives plurielles en fait. Il n'y a pas un type de projet en milieu rural et, euh, et voilà, il y a effectivement un fort vivier bénévole, amateur aussi qui est là. Et nous, en tant qu'agence, c'est un petit peu pareil. J'entendais dans le pôle ressources, on se situe un petit peu dans les mêmes choses qu'on est aussi une association financée par les pouvoirs publics avec des adhérents, etc. Et c'est important pour nous de s'ouvrir de plus en plus à des structures qui ne sont pas hyper structurées, hyper professionnalisées, notamment quand on s'intéresse au milieu rural. Ouais. Tout à fait. Eh bien, écoutez, vous avez évoqué les équipements culturels. Ça fait une transition parfaite avec, on va dire, la deuxième grande partie qui consistait en une question ouverte à vous trois. C'est l'offre culturelle est-elle synonyme d'équipement culturel? Voilà, donc je vous laisse réagir. Donc peut-être de nouveau Madame Richard, puisqu'elle vient d'arriver. Eh bien, bah, pour moi, non, pas forcément. En tout cas, si on entend par équipement culturel uniquement des équipements dédiés qui sont subventionnés, non. Après, on voit bien que les équipements, ils sont aidants quand même. On ne va pas non plus se leurrer. On voit bien qu'il y a des compagnies qui ont plus de facilité. Enfin, par exemple, je pense au cirque. Le cirque peut parfois moins se déployer dans des espaces qui ne sont pas adapté. Mais on voit en milieu rural qu'il y a de plus en plus de lieux hybrides. Et d'ailleurs, les tiers-lieux, je ne sais pas si vous avez vu un peu les études récemment, mais la dimension artistique est extrêmement forte. Et puis, il y a beaucoup d'itinérance qui se développent. Il y a même un centre culturel à Chaillol, en milieu rural, qui est complètement basé hors lieu. En fait, ils n'ont pas de lieu physique. Et pourtant, ça vit. Il y a des saisons culturelles, il y a des intercommunalités qui jouent un rôle de plus en plus important aussi là-dedans. Euh, voilà, donc je pense que c'est effectivement beaucoup plus large que ça. Bien. Peut-être vous, Monsieur Collin, comment réagissez-vous par rapport à ça? Voilà, puisque, comme vous disiez, Rumagem, c'est 1800 habitants. Comment faites-vous? Vous m'aviez dit dernièrement, c'est pas une question de moyens, c'est une question d'envie. Voilà, donc Pour revenir aussi à l'origine de la création de Joshua Yurt, en fait, la yourte, qui vient du nom, c'était une commande en fait, de l'association. Ils ont donc réussi à avoir des financements pour avoir cette yourte. Et l'idée, c'est que pendant 3 ans, cette yourte s'est baladée de village en village tous les étés, en fait, pour pouvoir amener justement la culture vraiment au cœur des villages. Sur une semaine, 1 à 2 semaines, il y avait du théâtre, de la musique, enfin pas trop de musique justement parce que du coup c'est pour ça qu'on est venu ensuite avec le festival de musique, mais du théâtre, du conte, enfin c'était assez large, des animations, et c'est comme ça que nous on est venu ensuite à pouvoir créer ce festival avec cette tour. Donc ça répondait aussi à une problématique de venir directement aller chercher le public dans leur village. Et cette tour, donc du coup pendant 3 ans, elle a voyagé, et actuellement l'association a une autre structure, donc c'est une caravane, et qui pareil, en fonction des projets, en fonction des saisons, elle va se balader de village en village pour amener un peu la culture en milieu rural. Après, du coup, au niveau des équipements, nous, on a la chance au niveau de l'association depuis maintenant 1 an et demi, on va dire, enfin, c'est encore en travaux. La mairie a décidé de pouvoir racheter un lieu, et il y a un partenariat qui s'est fait avec l'association. Donc, elle dispose à la fois d'une salle de théâtre, d'un bar associatif, mais aussi de logements pour pouvoir faire des résidences d'artistes. Donc là, on est vraiment sur le côté la mairie fait entièrement confiance à l'association, elle met à disposition un lieu. Donc là, sur le coup, ça permet de pouvoir faire avancer les projets. très bien. Euh,
Voilà, donc on peut parfois, enfin certains peuvent partir du principe que donc l'offre culturelle rime avec équipement culturel. Il y en a d'autres comme Madame Richard, donc qui vont être de l'avis que chacun est porteur de culture. Donc maintenant, on va commencer notre troisième focus sur les droits culturels et sur les missions de votre agence, Madame Richard. Donc peut-être avant tout, pourriez-vous nous définir le territoire Auvergne-Rhône-Alpes et ses spécificités, puisque jusqu'ici, ça a été plutôt les Hauts-de-France qui ont été représentés. Oui, alors effectivement, il y a des similitudes et quelques différences avec ce qu'a présenté Johan Schulz par rapport à ces pôles ressources. Donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un territoire qui est assez rural et qui a des fortes zones de montagne. On va dire que c'est un peu la spécificité, beaucoup de zones enneigées. Donc ça pose beaucoup de questions d'accessibilité. On est issu, donc c'est une agence qui existe depuis 30 ans en fait, qui a une histoire de fusion. Donc voilà, je vous passerai tout l'historique, mais elle est là depuis un petit moment. Et puis il y a l'agence qui existait en Auvergne, qui était pour le coup complètement financée par la région, qui n'avait pas d'autre financement et qui n'était pas sous structure associative, qui a disparu. Et puis nous, un an plus tard, on nous a demandé du coup d'aller sur l'ensemble de la région. Au niveau de nos missions, pour le dire assez brièvement, je dirais qu'on s'intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin au spectacle vivant et donc à toutes les personnes dans cet écosystème. Donc ça va des lieux, des compagnies, mais aussi des collectivités territoriales, des MJC, enfin voilà, tout un panel de personnes. Et on est à la fois là pour essayer de renforcer les capacités des personnes dans leur métier, donc quelque chose d'assez professionnel, et puis de s'interroger sur la place du spectacle vivant dans la société. Donc, on a pas mal de journées de réflexion plus globalement sur, par exemple, le spectacle et l'environnement ou sur les droits culturels, qui fait partie un peu de l'ancrage du spectacle vivant dans le reste. Puis après, on est quand même, je pense, assez proche sur un certain nombre de modalités avec ce qui a été présenté plus tôt dans les Hauts-de-France, donc avec des missions de ressources. Beaucoup, on essaye de mettre en lien les personnes, d'essayer d'agréger un maximum de ressources, de les rendre accessibles. On organise des grandes journées professionnelles. On a des groupes de travail aussi, métiers. Voilà, on anime le dialogue social aussi depuis peu, avec donc, tout un panel d'acteurs. On est effectivement bien en ligne, en tout cas. On a un pôle qui est vraiment sur l'accompagnement des acteurs et un pôle qui est plus sur le développement territorial. Toujours bien parce que je crois que la connexion est un peu instable. Oui, alors j'avais posé justement la question. Euh, mais c'est très bien, enfin, même si ça bug, continuez, hein, c'est les aléas du direct. Donc, pour continuer sur ce focus, vous êtes spécialisé dans le spectacle vivant et les droits culturels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière s'appliquent les droits culturels en milieu rural? Les droits culturels, pour rappeler brièvement, ce sont des droits humains fondamentaux, donc qui sont présents dès la Déclaration universelle de 1948 et qui sont rappelés dans un certain nombre de textes. C'est une obligation, donc en France, de fait, on applique les traités internationaux, donc c'est une obligation en fait depuis 1900 a remis un peu au centre du débat cette question-là. Et il s'agit, pour le faire brièvement, de pouvoir chacun et chacune avoir accès à un maximum de ressources pour forger son identité culturelle et pouvoir la changer tout au long de la vie. Donc, on parle de ressources culturelles au sens large et pas uniquement de ressources artistiques. Je dirais que quand on travaille dans le spectacle vivant, ça, c'est déjà un premier pas difficile à franchir, c'est que du coup, très rapidement, on va être sur des questions de posture professionnelle parce qu'on entend culture comme art. Et en réalité, c'est beaucoup plus global que ça. Les droits culturels, ils ont été imaginés comme les droits humains fondamentaux pour éviter les guerres entre les peuples. Et c'est quelque chose donc, de très, très large à l'échelle de l'ONU. Et ça dépasse largement l'histoire, par exemple, de la programmation ou de choses comme ça, qui sont des vrais débats et qui sont importants. Ça questionne l'expertise, le pouvoir d'agir, la participation, l'éducation, enfin, tout un tas de droits.
voilà, je n'entrerai peut-être pas ici dans les détails. Il y a la déclaration de Fribourg qui permet de recenser certains de ces droits pour essayer d'y voir plus clair. Je dirais que c'est un peu la complexité des droits culturels, c'est que c'est tout un ensemble de droits, en fait. Ce n'est pas un droit simple, c'est partout il y a du sens, la culture. Donc, du sens, il y en a dans beaucoup de droits et dans beaucoup de dimensions de la vie. Et en milieu rural, ce qu'on peut observer, il me semble, alors encore une fois, on ne peut pas généraliser parce qu'il y a autant de milieux ruraux. Voilà, il n'y a pas un milieu rural, il y en a plein, et il n'y a pas un projet, il y en a des tas. Mais c'est un peu ce que je parlais tout à l'heure de la culture de la débrouille. J'ai l'impression que quand même les endroits où il y a un peu moins de moyens, et on sait que les milieux ruraux ont quand même été souvent moins dotés, j'ai l'impression qu'il y a quand même, ce qu'on observe, un lien un peu plus immédiat, une relation qui est obligée de s'opérer. Des projets fonctionnent s'ils sont vraiment ancrés sur le territoire, s'ils sont en lien avec des personnes. Et donc, cette relation de personne à personne, de fait, elle est assez proche finalement de l'exercice des droits culturels, parce qu'on va considérer les personnes au-delà de leur casquette. Il y a un sens assez fort qui est donné à la participation aussi, en tout cas dans ce qu'on observe, à l'agilité, à la transversalité. Donc, tout ça, c'est des notions qui permettent, il me semble, de plus facilement mettre en œuvre les droits culturels. Maintenant, ça dépend, encore une fois, vraiment des endroits, ça dépend beaucoup du politique aussi, des soutiens qu'il y a. Il y a aussi, évidemment, beaucoup de politiques culturelles qui ne sont pas du tout en accord avec les droits culturels. Ça, évidemment, moi, je parle plus de la société civile, en fait, à cet endroit-là, qui me semble assez porteuse. Très bien. Par rapport à cette notion de droit culturel, je vais inviter M. Schulz et M. Collin à réagir là-dessus. Est-ce que vous en aviez connaissance? Est-ce que vous, dans votre démarche, dans votre travail, sans le savoir ou pas, justement, vous travaillez en rapport avec cette notion d'impliquer les gens? Par exemple, Haute Fidélité évoque l'interconnaissance, tandis que Just for Yurt invite les gens dans des événements très intimistes. Est-ce que finalement, ce n'est pas ici un point de convergence entre vous trois? J'invite peut-être M. Schulz à en parler en premier. Je pense que vous avez pas votre micro, M. Schulz. Oui, j'ai recoupé, pardon. Dans les droits culturels, comme disait Marie-Richard, c'est quelque chose qui est très, très, très vaste et qui, lorsqu'on en parle, je pense qu'il faut aussi être. Enfin, il y a de la théorie, après il y a de la pratique. C'est-à-dire que, comme disait, il y a des gens qui ne savent pas, qui sont dans les droits culturels, mais ils le font implicitement dans plein de strates de leur propre projet, la façon dont ils interagissent avec leur milieu, la façon dont leur gouvernance est constituée, dont ils considèrent leur public, etc. etc. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que dès qu'on parle de droits culturels, ça emmerde tout le monde. Enfin, c'est pas péjoratif, c'est une réalité. C'est que moi, je ne souhaite pas ça. Mais on essaye de faire en sorte, par exemple, au sein de notre organisation, que ça devienne un sujet prépondérant, d'organiser des temps pour comprendre ce que c'est, de quoi il en ressort et tout. Et ça, c'est jamais une priorité. Lorsqu'on dit notre collectivité publique principale, vos conventionnements ne sont pas en raccord avec notamment les conventions pluriannuelles d'objectifs, la façon dont on évalue un projet, son effet sur le territoire, on est toujours beaucoup sur du chiffré, non pas sur du qualitatif. Et ça, c'est pas raccord non plus forcément souvent avec les droits culturels. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de boulot. Alors, tous les territoires sont très différents. Il y a des territoires qui ont pris les choses en main à des niveaux supérieurs, certains départements notamment, certaines villes peut-être aussi, mais on voit que ça a encore du mal. En tout cas, je parle de mon point de vue sur le territoire. Nous, c'est quelque chose qu'on aimerait, on aimerait que ce soit plus pris en compte, en tout cas dans les politiques publiques, mais j'ai l'impression qu'on a du mal encore à passer. Ce n'est pas encore vraiment dans les priorités, alors que comme disait Marie, elles doivent s'appliquer en fait. Mais ça a du mal encore à rencontrer les vieilles pratiques des politiques publiques, je trouve, de mon point de vue. Si je peux juste compléter quelque chose sur ça, c'est vrai que dans notre région, on a toute une partie de la DRAC, donc avec le pôle Action culturelle sur les territoires, qui est très sensibilisé aux droits culturels.
Et je pense que ça aide aussi à infuser un peu partout, parce que du coup, dans les conventions qu'elle signe avec les intercommunalités et les acteurs, ça devient quelque chose qui est un peu au centre des discussions. Encore une fois, pas de façon homogène, parce que ça dépend aussi de la sensibilité des conseillers parfois, qui sont plus ou moins sur cette question-là. Mais on sent qu'au niveau de la DRAC, et puis plus généralement maintenant du ministère, qui a une nouvelle délégation qui est aussi axée sur ça, il y a un petit peu, voilà, mais je suis assez d'accord que c'est lent. Et voilà, la prise en compte théorique, entre guillemets, et au-delà de juste on fait, c'est vrai c'est un autre passage encore. Parce que les droits culturels sont inscrits dans quasiment partout. Il y a toujours une ligne sur les droits culturels. Mais après, de façon pratique, comment ça se met en place. Après, c'est vrai que ce que je note aussi, une part importante quand même de la prise en compte de tout un chacun. Bon, après, il y a beaucoup de choses dans les droits culturels, hein. Mais c'est vrai que la concertation, notamment la prise en compte des diversités, de la diversité de chacun, on parlait tout à l'heure de professionnels, et puis il y a les professionnels, et puis il y a les publics. En fait, non, il y a les professionnels, les publics, on aurait pu appeler à une époque les consommateurs, se retrouvent un peu dans le même bain, et on voit de plus en plus que notamment du point de vue des collectivités, là je parle État, région, par exemple, nous on nous dit, mais les publics, ils sont où en fait dans votre écosystème? Les musiciens, les musiciennes, ils sont où dans votre écosystème? C'est quoi leurs droits en fait? Où est-ce qu'ils ont le droit de parole? Et ça, on sent que ça émerge de plus en plus. Donc et nous, on doit le prendre en compte aussi. On sent que même du point de vue des acteurs, on a encore du mal. Il y a des sphères de pouvoir, hein, du coup, qui se sont créées petit à petit, non pas par défaut, parce que ça s'est constitué comme ça. On a constitué un milieu professionnel des musiques actuelles et on a les défauts de nos qualités. Mais ça progresse quand même, je pense. Donc, pour revenir, on va dire, au public, Monsieur Collin, on va évoquer là le festival de Just for Youth. Est-ce que justement cet aspect intimiste, c'est pour répondre au fait qu'il y ait peut-être peu d'affluence pour un événement en milieu rural, ou est-ce que c'est une réelle volonté justement de, de faire un événement où les gens sont ensemble et créent du partage? Disons que c'était pas forcément. Ça s'est construit au fur et à mesure et les moyens humains étaient juste à la hauteur en fait, de la fréquentation. Au début, on est arrivé avec 50 personnes. Ensuite, on a essayé de faire grossir et c'est comme ça qu'en mettant les moyens, le temps, aussi en faisant grossir un peu les finances, forcément, petit à petit, on a réussi à monter en, comment dire ça, en public, enfin, en nombre de publics, mais on n'a jamais, on s'est pas posé la question de savoir, on s'est jamais mis d'objectif entre guillemets trop important. On a toujours voulu de faire les choses petit à petit, et c'est comme ça que, enfin, on était quand même content d'arriver jusqu'à 500 personnes, mais on n'a jamais voulu grossir trop vite et pouvoir, entre guillemets, être dans le rouge. On a réussi à se maintenir. Bon, maintenant, on travaille sur d'autres formats sur le festival, mais c'était plus une volonté plutôt des moyens humains plutôt que de vouloir faire entre guillemets du chiffre et de vouloir faire vraiment un truc trop important. Et puis de toute façon, on n'avait pas non plus les équipements pour pouvoir accueillir plus de monde. C'est ça aussi, pour faire un peu un écho à tout à l'heure, c'est qu'on est sur un territoire qui n'est pas équipé du tout en termes de salles pour pouvoir accueillir plus de monde, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on a réussi aussi on s'est basé sur l'extérieur, sauf que on sait aussi un peu que la région, on fait ça en général fin août, on faisait ça fin août et on était un peu tributaire du climat et on n'a jamais forcément eu trop de chance là-dessus. Ok, très bien. Alors, il nous reste 5 minutes. Donc, peut-être poser une question qu'on n'a pas pu poser à Madame Richard. Est-ce que vous ressentez, en tant qu'acteur du monde de la culture et en tant que salarié d'une agence, est-ce que vous avez déjà ressenti des rapports de force particuliers, c'est-à-dire pour des études, pour mettre en place quelconque projet culturel? Et si oui, lesquels? Voilà. Reste le programme comme question.
Eh ben, des rapports de force, je pense qu'évidemment, il y en a. À partir du moment où il y a des financements, déjà, il y a forcément, voilà, c'est forcément, ça induit des choses, on va dire. Sur les territoires, il y a toujours des personnes qui se demandent pourquoi moi je suis financée, pourquoi moi je le suis qu'on a dans la région. Alors, je ne crois pas que ce soit quelque chose de très homogène, mais donc pour vous redire rapidement, dans notre région, donc, il y a la DRAC avec la région et certains départements qui contractualisent avec des intercommunalités pour mettre en place des actions sur 3 ans. Donc, c'est des conventions de 3 ans avec un fil rouge. Et dans ces conventions-là, l'idée, c'est de pouvoir mélanger un petit peu les artistes, de sortir aussi du territoire pour pouvoir amener d'autres artistes en résidence, par exemple, sur un territoire où voilà, on ne les verrait pas forcément d'habitude. Et ça, je sais que ça crée beaucoup de tensions, par exemple, avec les artistes locaux qui ne comprennent pas forcément pourquoi ces financements-là, alors que déjà, il y en a peu, pourquoi ils ne sont pas fléchés sur des artistes locaux. Donc, il y a beaucoup de travail de médiation à ces endroits-là. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'expertise et qui est expert de quoi et comment rendre les critères peut-être plus transparents, comment avoir des expertises plus partagées. Ça, en lien avec les droits culturels, il y a quelques territoires que je trouve assez innovants sur ça, par exemple dans les baronnies, où ils ont mis en place au sein justement de ces conventions tout un groupe de personnes des acteurs donc culturels, sociaux et des personnes globalement qui ont envie de s'impliquer qui sont vraiment moteurs dans la discussion de savoir ce qu'on veut faire dans le territoire. Donc ça, c'est des façons un peu de déjouer les rapports de force en instaurant, encore une fois, une relation du dialogue, du débat. Et encore une fois, ce n'est pas de se dire que l'expertise n'existe plus, mais c'est de pouvoir entendre ce qui se passe pour après pouvoir choisir en bon escient. Voilà, et puis après, forcément, dans toutes les associations, etc., on voit bien des associations qui sont financées par les pouvoirs publics, dépendance, c'est quelque chose d'assez courant et que le CAC, d'ailleurs, le collectif d'action citoyenne, les associations citoyennes a bien mis en lumière. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup dans le secteur culturel qui sont un petit peu comme ça, où de fait, il y a quand même des choses qui doivent se décider aussi avec les financeurs. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est un peu ce qui me vient là. Alors, il reste malheureusement 2 minutes, donc peut-être qu'on va commencer tout de suite à faire le petit jeu des questions-réponses, plutôt que d'aborder un thème et de devoir le bâcher en 2 minutes. Donc, j'invite ici ma collègue Mathilda Auger. Ah voilà. Voilà. Donc Sébastien Vildao, mais c'est Mathilda Auger. Hein. Il ne faut pas se fier aux apparences. On est homonyme, voilà, c'est pareil. Voilà. Bonjour. Donc je passe le flambeau à Mathilda. Déjà, bonsoir à tous les trois, et puis merci de nous accorder un peu de votre temps lors de cette dernière conférence sur l'art et le pouvoir au sein des territoires dits ruraux. Donc, on a eu quelques petites questions, donc je vais vous détailler. Donc, une première question de Samuel, donc, qui est une question assez générale et qui demande « Que pensez-vous de l'impact du redécoupage régional sur la culture et son financement ?» Donc, après, je vous laisse réagir, celui qui est le plus inspiré peut-être. Moi, je veux bien, en tout cas pour parler des Hauts-de-France, hein, je ne vais pas parler au nom de la région, de l'institution régionale, mais le redécoupage régional, en fait, on s'est rendu compte que déjà la fusion des régions a mis du temps à se mettre en place. Nous, le dernier exécutif, je crois qu'il a été mis en place en 2016. Les nouveaux programmes ont mis du temps à se mettre en place. Je crois que les premiers ont été mis en place en 2018. Donc, tout a pris du temps, en fait. Les pôles ont fusionné. Il y a un besoin d'interconnaissance. Donc, tout ça a pris du temps. Après, sur les effets sur la culture, je pense que même au niveau de la politique régionale,
ça met du temps à se mettre en place. Par contre, je pense que les problématiques sont les mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on dit, ce qu'on identifie comme des zones blanches ou des endroits où il y a moins de choses par rapport à des pôles métropolitains, ce désir de rééquilibrer les territoires et tout, sont les mêmes en fait. Donc, je pense que les constats qu'on peut faire, c'est que je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de changements. Il y a un désir de rééquilibrage qui sont assez minimes quand même. Après, je pense que ça permet quand même d'avoir des enjeux partagés. Nous, on voit que l'ancien Nord-Pas-de-Calais, ex-Picardie, territoire plutôt rural Picardie et territoire très urbain Nord-Pas-de-Calais, bah, on voit que les pôles n'ont pas changé. De toute façon, en 6 ans, on ne va pas modifier tout ça. Mais après, est-ce qu'il y a des économies d'échelle, tout ça, je ne pense pas. Enfin, bon, bref, après, c'est encore trop récent, en fait, je pense. Faudra voir ça avec le temps. Je disais, désolé, j'ai eu un petit souci de micro. J'ai une prochaine question de Joséphine, qui s'adresse à Monsieur Collin, à savoir par rapport à votre festival, quels sont les avantages des productions culturelles dans les espaces ruraux. C'est vrai qu'on a souvent tendance à mettre en miroir les espaces ruraux vis-à-vis des zones métropolitaines. Et c'est vrai que souvent, en les mettant sous cette forme de miroir, on a tendance à dire qu'il y a moins de choses ou c'est plus compliqué. Et c'est vrai qu'on oublie aussi des fois de parler des avantages qu'il peut y avoir justement dans les espaces ruraux autour de la création artistique. Il y a plein d'avantages dans les espaces ruraux. Non, là-dessus, je ne saurais pas vraiment quoi vous répondre véritablement parce que dans le cas dans le territoire, on est sur un territoire rural, mais on est vraiment connecté aux grandes villes qui sont juste à côté. Enfin, toutes les, tous nos, comment dire ça, nos partenaires, c'est vraiment lié entre guillemets aux grandes villes. Enfin, on habite vraiment sur un territoire très urbanisé. Je pense que nous, Rumagem, village de 1600 habitants, c'est quand même, on n'est pas à plaindre. On a une vingtaine d'associations sur le territoire. Enfin, on a vraiment beaucoup d'actions, de choses qui sont mises en place. La seule chose, entre guillemets, c'est de réussir à capter aussi du coup, je ne vais pas parler des avantages, mais des désavantages, c'est qu'on est sur une population un peu parfois vieillissante, sur l'accès aussi, notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, pouvoir se déplacer facilement, c'est un peu compliqué, surtout quand on a besoin de la voiture, ce genre de choses. Toucher d'un public qui va être, entre guillemets, plus jeune, forcément, il faut qu'il se déplace aussi avec la famille, ce genre de choses. Après, l'avantage, c'est que ça reste un milieu rural et le cadre de vie, enfin moi du personnel, pour moi le cadre de vie, je préfère entre guillemets, voilà, c'est le cadre de vie qui est le plus intéressant de mon point de vue. Cette question de la convivialité et d'un véritable tissage de liens. Bon, désolé, là j'empiète un peu sur les questions, mais je comprends un peu où vous voulez en venir. J'ai une prochaine question pour Monsieur Schultz, cette fois, vous parliez donc de la mise en lien des acteurs culturels et des collectivités publiques. Et donc, j'ai une question, donc c'est Arnaud, qui demande comment on arrive à tenir ce rôle un peu de transmetteur, de vecteur entre ces acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs et les mêmes positionnements. Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que c'est des relations qui sont relativement tendues? Est-ce que ça se fait plutôt bien? Enfin, à votre échelle, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Déjà, c'est vrai quand on a des petits diffuseurs, des gros festivals, des petits festivals, des producteurs et tout ça, c'est pas forcément les mêmes métiers, c'est pas forcément. Donc, si on parle par exemple, si on va mettre un diffuseur en face d'un tourneur qui ont tendance à travailler ensemble, on peut déjà avoir un rapport conflictuel. Mais après, lorsqu'ils rentrent dans un réseau, ils savent qu'ils ont un intérêt, c'est de pouvoir échanger justement sur ce type de problématique. Donc, d'une certaine manière, on peut tout dire. Je rejoins ce que disait Marie-Richard tout à l'heure, c'est qu'on a aussi des groupes de travail donc qui sont par secteur d'activité ou par métier ou sur des problématiques, justement, là on parlerait, je sais pas, de la circulation des artistes et donc pour faire en sorte que l'émergence puisse circuler dans l'ensemble de la région, on va inviter des salles qui participent justement par la programmation à les faire circuler, mais aussi des producteurs. Et là, on va pouvoir parler indirectement aussi de leur métier
de leurs problématiques, surtout à la sortie du Covid. Voilà, donc oui, forcément, des fois, on est un peu entre deux chaises comme ça, mais c'est tout l'intérêt d'un pôle, c'est aussi de parler des sujets aussi qui fâchent. Et je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Pierre Collin, enfin à l'instant Pierre Collin, c'est qu'aussi, je pense que le Covid a modifié aussi l'appréhension qu'on peut avoir des territoires ruraux. Il y a beaucoup de gens qui sont exilés aussi ailleurs, venant des villes, et la question de la diffusion aussi, comment dire, de la connexion avec d'autres structures, le maillage territorial entre des zones périurbaines ou des villes, la diffusion sur les territoires, le fait qu'aussi que les territoires, les acteurs vont plus se parler, la question du maillage et du réseautage va être essentielle en fait, hein. Puis il y a la question du numérique, des nouvelles expériences. Enfin, tout ça fait que tout ça est en train de se modifier, et le Covid a peut-être accéléré aussi certaines tendances. Mais bon, ça reste très empirique ce que je dis, hein. Bien, je vous remercie. D'ailleurs, ça fait lien avec la prochaine question posée, donc, qui nous vient de Camille, par rapport à la qualité de la réponse ministérielle vis-à-vis de la pandémie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas une question adressée, donc je vous laisse voir, là, libre juge, encore une fois, de celui qui voudrait s'exprimer. Je sais pas, moi je peux dire par rapport à l'observation en tout cas qu'on fait nous, qu'on peut faire, on n'a pas eu de gros chocs par rapport à notre filière, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau des intermittents, il y a eu du chômage partiel. Globalement, il n'y a pas eu comment dire, de cessation d'activité sonnante et trébuchante. Par contre, ce qui va être là où il va falloir être vigilant, c'est pour la suite. C'est-à-dire que disons que les aides ont permis de maintenir les activités, mais par contre, l'inactivité va créer d'autres problèmes. L'inactivité sur 2 ans va créer des gros problèmes. Et c'est là-dessus que ça va vraiment falloir être vigilant. Le CNM annonce déjà qu'il va mettre, donc Centre national de la musique, il y a des enveloppes qui vont être attribuées là pour limiter l'impact de la crise, notamment sur les émergents et sur toute la création qui ne va pas pouvoir se diffuser. Et ça va créer d'autres problèmes. C'est-à-dire que les acteurs qui n'ont pas pu se faire vont devoir se refaire. Et du coup, il y a des phénomènes peut-être d'amplification des monopoles on le voit déjà dans les programmations des gros festivals, on le voit, voilà, il y a des choses, des tendances lourdes qui commencent, peuvent mettre en danger une forme de diversité culturelle, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Schutz. Et donc, vous nous parliez de la suite, et donc ça me permet d'enclencher sur une dernière question donc, qui nous vient de Pascal à l'attention de Madame Richard. Donc, pour finir, pensez-vous que les droits culturels que vous avez évoqués et donc, sur lesquels vous travaillez représentent, ou du moins pourraient ou devraient représenter l'avenir des politiques culturelles? Je pense que quand on est un peu militant des droits culturels, c'est un souhait, mais après, au-delà de ça, c'est comment on conçoit en fait la culture et comment globalement on conçoit la politique, j'ai envie de dire, et pas que la politique culturelle au sens d'un secteur. L'idée, c'est vraiment, et là je reprendrai un petit peu la pensée de Luc Carton, qui est un philosophe belge qui intervient beaucoup dans nos rencontres professionnelles, où l'objectif des droits culturels, c'est d'avoir une démocratie approfondie en réalité. Et donc, je pense qu'on aura réussi un passage avec les droits culturels quand on ne considérera plus la culture uniquement comme un secteur d'activité, mais qu'on verra vraiment la dimension culturelle de toutes les politiques publiques, y compris dans la santé, dans l'alimentation. Voilà. Donc, j'irai un cran plus loin. Je pense que si ça reste aux politiques culturelles, c'est qu'on n'a pas trop franchi le pas. Et c'est justement là tout l'enjeu donc, de s'atteler à, voilà, à la collectivité et puis à l'ensemble des politiques, comme vous l'évoquiez. Bien, je vous remercie. Je n'ai plus de questions. Ouais, j'ai une petite question justement pour Madame Richard, puisque entre Monsieur Schulz et Monsieur Collin, on a surtout évoqué la musique. Et donc, puisque vous êtes spécialisé dans le spectacle vivant, donc, ce qui rejoint beaucoup de disciplines, est-ce que sur votre territoire, il y a des disciplines qui sont mieux représentées dans les événements culturels, voilà. Je crois que non, il y a un petit peu de tout. Après, c'est rigolo. On voit que, par exemple, dans la Drôme,
il y a beaucoup de compagnies de cirque. Alors, on se dit toujours, est-ce que c'est parce qu'il fait beau, par exemple? Mais peut-être, hein, au-delà de la boutade, que ça permet d'être plus là. On voit qu'il y a voilà, parfois des raisons un petit peu par endroit. Après, sur le territoire, c'est effectivement très divers. Selon les départements, il y a plus ou moins de compagnies qui sont implantées. Euh, mais j'ai l'impression que les disciplines sont assez larges. Après, au niveau du Covid, là, pour faire un peu suite à l'autre question, moins sur les financements, mais sur les effets du Covid, ce qu'on observe dans le spectacle vivant, mais j'imagine que c'est le cas aussi dans le cinéma et dans d'autres domaines artistiques, c'est un phénomène un peu de bouchon, où là, les personnes ont pu créer pendant des années, mais là, du coup, il n'y a plus vraiment de place à la diffusion et une forme d'épuisement des équipes à laquelle il faut faire extrêmement attention. On sent une forme de burn-out généralisée dans le secteur et une grosse crise des vocations aussi. Alors, je ne sais pas si c'est aussi dans les musiques actuelles, mais on observe qu'il y a de moins en moins de personnes, et notamment d'étudiants en sortie d'études, qui veulent se lancer dans les métiers du spectacle vivant, dans l'administration, dans la production. Et donc, il y a énormément d'offres d'emploi vacantes et ça devient un vrai problème, notamment au milieu rural. Voilà. C'est pour ça qu'on a choisi de faire ces études. C'est bien, il faut. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais sinon, je pense que nous arrivons sur la fin de cette 6e webconférence. Voilà, donc nous sommes dans les temps, hein, puisque maximum, ça finit à 20h15 et il est 20h11. Bravo. Mais bravo à vous et encore une fois, merci. D'ailleurs, on a pu préparer cette conférence en amont avec tous nos invités, donc c'est vachement sympa déjà. Et ensuite, ça nous a permis de faire un minimum de déroulé et de bien préparer ça pour que ça soit le plus intéressant possible. Donc, on espère que ça vous a intéressé, vous, que ça a intéressé aussi nos auditeurs. Et ensuite, comme c'est la dernière conférence, je pense qu'on peut remercier aussi le Carreau du Temple pour sa confiance, puisque c'est la fin aujourd'hui de ce cycle de conférences thématiques autour de la culture et du pouvoir. Eh bien, écoutez, je sais comment c'est un Zoom, mais alors je ne sais jamais vraiment comment le finir. Voilà, je pense que c'est terminé. Eh ben, merci à vous en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci bien pour votre bonne humeur et pour vos réponses. Merci à Mathilda. Merci. Et merci d'ailleurs, j'allais oublier, à Marion et Lio, qu'on ne voit pas, puisqu'on a un groupe de travail de 4 personnes. Et ce sont un peu les personnes de l'ombre ici, elles sont derrière et elles m'ont aidé aussi tout au long de la conférence. Voilà. Merci beaucoup à vous et puis fêtez bien la dernière session. Merci bien. On ne va pas trop forcer. Merci, bientôt, encore désolé. Au revoir. Bonne soirée, au revoir à tous. Merci, bonne soirée.